Mesdames et messieurs, bienvenue au Cœur de l'être. Marie-Lou Brousseau avec vous durant la prochaine heure avec à la mise en onde Serge Plaisance. Mon invité aujourd'hui, le docteur Danny Bois, est de passage au Québec en provenance d'Europe. Il est docteur en sciences de l'éducation et agrégé en psychopédagogie perceptive. Il est également professeur en sciences sociales à l'Université Fernando Pessoa de Porto, au Portugal, où il dirige le Centre d'études et de recherche appliquée en psychopédagogie perceptive. Il a écrit de nombreux livres vers l'accomplissement de l'être humain, soins, croissance et formation, Le moi renouvelé, Le sensible et le mouvement. Il a également offert sa participation au collectif Identité, altérité et réciprocité, articulation au cœur des actions d'accompagnement et de formation qui a été publié aux éditions Ubuntu. Au Québec, le docteur Danny Bois est certainement bien connu des personnes qui gravitent autour de la fasciathérapie, mais le grand public ne connaît peut-être pas son œuvre. Alors, nous allons remédier à cela aujourd'hui. Bienvenue à Radio Ville-Marie, docteur Danny Bois. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici et beaucoup d'enthousiasme. Oh, mais je suis très contente d'entendre cela. Peut-être dans un premier temps, nous dire un peu ce parcours qui vous a amené vers la fasciathérapie ou plutôt à développer une telle méthode. Tout d'abord, la fasciathérapie, c'est plutôt la phase ancienne de ma séquence de vie. Alors, partons par la séquence ancienne. Oui, donc lorsque j'étais jeune, parce que maintenant j'ai 65 ans, mais lorsque j'étais jeune, j'étais kinésithérapeute et ostéopathe. Et donc, je m'intéressais tout particulièrement à la connaissance du corps. Et ce qui me donnait un peu d'insatisfaction dans la pratique de l'ostéopathie et de la kinésithérapie, je pensais que la personne humaine n'était pas suffisamment interpellée, étudiée, et donc j'ai créé la fasciathérapie, qui est une technique manuelle qui s'intéresse plus particulièrement aux tissus conjonctifs, c'est-à-dire aux tissus qui enveloppent toutes les parties anatomiques du corps, que ce soit le cerveau, le poumon, le cœur, les muscles, les os. Et toutes ces parties sont reliées les unes aux autres à travers ce tissu qu'on appelle fascia. Donc il s'agissait d'une thérapie manuelle globale qui consistait donc à écouter le corps. Et en écoutant le corps, je me suis aperçu que la personne était très interpellée à travers un toucher de contact, un toucher de relation. Et donc ressentait quelquefois des remémorations spontanées qui émergeaient de ce toucher ou ressentait des émotions très fortes. Et je m'apercevais à l'époque que je n'avais aucune expertise pour accompagner ce genre de manifestations émotionnelles. C'est la raison pour laquelle, vers 40-45 ans, j'ai décidé de suivre une formation qui était orientée vers la psychologie, la psychopédagogie de la santé. Et à partir de là, j'ai fait mon cursus classique jusqu'au doctorat des sciences de l'éducation, dont ma thèse de doctorat portait sur la relation au corps et le changement des représentations. Des représentations mentales? Des représentations mentales. C'est-à-dire, j'essayais de comprendre le lien qu'il pouvait y avoir entre le corps et le psychisme, et plus spécialement le mental. Et donc j'ai fait toute une étude qualitative auprès de personnes qui rapportaient leur expérience au contact de ce toucher tout à fait particulier de la fasciathérapie. Et cette approche, cette démarche a finalement aboutit à une autre méthode qu'on appelle la somatopsychopédagogie. Et c'est dans ce sens-là que j'ai rejoint une réflexion autour de l'éducation, du soin et de la formation. Et j'ai rencontré une équipe assez exceptionnelle à l'université de Rimouski, dirigée par le professeur Marie Ruggiera.
Et c'est ainsi que j'ai été amené à fréquenter le Québec et puis cette équipe formidable où nous nous sommes associés, nous avons associé nos réflexions, nos efforts et ça a abouti à des publications et à des travaux qui sont assez innovants. Mais votre parcours me semble, en tout cas, je vous écoute parler, il me semble un peu atypique dans le sens qu'habituellement, les gens qui se préoccupent davantage du corps vont aller en médecine. Et vous, vous avez été vers l'ostéopathie, vous avez été vers la kinésiothérapie, si c'est bien ça. Et après, la psychologie est venue s'intégrer à ça. Je trouve ça intéressant de parcourir le système différemment. D'autant plus que c'est né d'une prise de conscience d'un manque d'expertise dans l'accompagnement des personnes, quoi. Parce que il y a le corps, mais il y a aussi le psychisme. Et donc, j'essayais de m'interroger sur comment on pouvait agir à la fois et sur le corps et sur le psychisme et sur le mental, c'est-à-dire la force de l'esprit, la force du mental, quoi. Et comment ça fonctionne? Une personne qui ne connaît pas du tout la fasciathérapie, bon, peut, j'imagine, se procurer des livres sur le sujet, mais comment ça se passe? C'est une séance? C'est une méthode qui est appliquée auprès d'une personne? Est-ce que c'est une méthode qui allie autant, justement, la psychologie que le toucher, que le corporel? C'est du mouvement? Enfin, on veut tout savoir. Oui, mais c'est assez complexe, mais il est clair qu'il y a une façon de toucher qui n'est pas simplement d'avoir un contact sur le corps physique, de mobiliser des tissus, de tracter des articulations. Il y a une forme de relation, de réciprocité qui s'instaure entre le praticien et le patient. J'ai pris soin de dire praticien parce que, en réalité, dans le milieu médical, on est plutôt porté vers la prise en charge des personnes, alors que là, il s'agit plutôt d'accompagnement, quoi. On accompagne une personne à travers un toucher particulier offert par la fasciathérapie, à faire l'expérience d'elle-même à travers son corps, à travers la médiation du corps. La personne est amenée à faire une expérience, et le plus souvent une expérience inédite, qui touche à la fois ce que je peux appeler les qualités de son esprit et à la fois les qualités de son cœur. Et dans ce sens-là, nous touchons de très près la notion de l'être humain. Et le fasciathérapeute se pose toujours la question, quelle est la part de l'être dans l'humain? Ça, c'est un premier élément. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça signifie, la nature humaine? Et la nature humaine, elle est toujours portée vers la croissance, vers plus d'altérité, vers plus d'ouverture, et vers plus j'allais dire, de compassion envers le vivant, envers la vie, quoi. Qu'est-ce qui amène une personne à vouloir rencontrer un praticien en fasciathérapie? Est-ce que c'est un problème d'ordre psychologique ou c'est un problème d'ordre physique ou c'est les deux? Au départ, la personne vient consulter pour un mal-être physique, quoi. Mais très rapidement, on s'aperçoit que le mal-être physique et le mal-être psychique sont indissociables. Un mal-être psychique va engendrer un mal-être physique, mais un mal-être physique va également engendrer un mal-être psychique. Donc, on ne peut pas déterminer d'avance lequel est venu en premier, la problématique psychique ou physique. Au départ, c'est le mal-être physique. Ouais. Maintenant, l'origine de ce mal-être physique est liée, bien évidemment, à le psychisme est également partie intégrante dans cette souffrance, quoi. Mais très rapidement, les personnes voient que sous la main, lorsque il y a une tension physique qui est soit locale ou soit même généralisée, quelquefois, lorsque cette tension physique se relâche, la personne témoigne vraiment qu'en même temps,
simultanément, il y a un relâchement psychique, quoi. Et même pour certaines d'entre elles, pour certaines personnes, elles sont même capables de décrire d'une façon très précise, parce que il est demandé aux personnes de témoigner de l'expérience qu'ils viennent de vivre dans la séance de fasciathérapie ou de somatopsychopédagogie. Les personnes témoignent d'un passage d'un état de tension vers un état de détente, d'un état d'angoisse vers un état de calme. Et ce passage qui existe entre ces deux états, nous appelons ça le mouvement interne. Il y a un mouvement qui est réalisé entre le passage d'un état vers un autre état. Il y a nécessairement un déplacement d'un état vers un autre état. Donc il y a un mouvement, et ce mouvement, il est interne parce que la personne le ressent véritablement cette expérience du changement à l'intérieur d'elle-même pendant la séance. Alors, voilà de retour avec le docteur Danny Bois, qui est de passage au Québec. Il est docteur en sciences de l'éducation et agrégé en psychopédagogie perceptive. Et c'est fort intéressant la discussion que nous avons. Et surtout, ça m'amène à me poser la question à savoir, est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'il y a plusieurs thérapies corporelles, bon, comme la bioénergie, comme le Feldenkrais. Quelle est la différence avec la fasciathérapie? Est-ce qu'il y en a une? Il y a toujours un fond commun, je crois, une volonté profonde de permettre à une personne de trouver une solution, quoi, hein. Une solution à son problème physique ou une solution à son problème psychique. Et donc, dans ce sens-là, nous avons tous une orientation qui va dans le sens d'apporter une aide précieuse aux personnes. Je pense que le deuxième élément qui nous relie, l'accompagnement, est de nature corporelle, quoi. Nous utilisons la voix du corps pour avoir une incidence sur la globalité de la personne, quoi. Maintenant, moi, je ne vais jamais vers la différence, mais je vais plutôt toujours vers la complémentarité. Et il est évident que toutes ces méthodes qui ont fait leurs preuves, qui sont tout à fait magnifiques, vient en complémentarité, quoi. Moi, je suis pour une approche pluridisciplinaire et je ne pense pas qu'il y ait une seule et unique méthode qui apporte. Je pense que finalement, ce sont les personnes qui choisissent à travers leur affinité pour telle ou telle autre méthode, quoi. Quand une personne a développé dans son corps des résistances, des mécanismes de survie dus à un traumatisme ou à des situations durant l'enfance, ce sont des murs en quelque part, ce sont des résistances. Et c'est pas nécessairement facile pour une personne d'aller vers cet inconnu, donc d'aller vers ce mouvement dont vous parliez tout à l'heure, de se faire vivre à l'intérieur de soi, alors que tout est bloqué et que c'est le danger, justement, d'aller vers cet inconnu, et il est parfois préférable pour certains de rester dans cet endroit. Comment, je ne veux pas dire le mot convaincre, comment on arrive à rejoindre ces gens-là derrière la façade qu'ils ont construite pour leur survie? Oui, mais cette façade... ou ces résistances. Oui, cette façade ou cette résistance que vous attribuez à la prime enfance, et puis vous avez raison, parce que il est évident que dans la prime enfance, lorsqu'il y a des traumatismes, des refoulements et autres, il y a une incidence au niveau de la vie adulte. Mais je pense que au-delà de cela, la résistance se construit toute la vie, quoi. Je peux dire, nous traversons des périodes difficiles. Et notre approche, en tout cas, sans évidemment renier la part très importante du passé, hein, nous nous inscrivons plutôt dans un paradigme humaniste. C'est-à-dire, on essaie de regarder le problème du présent, quoi. Ici et maintenant, comment la personne vit une situation présente. Et donc... comment dire, je dirais qu'il y a des résistances qui n'ont
strictement rien à voir avec la prime enfance, quoi. Il y a des difficultés qui émergent, qui viennent frapper, qui viennent user même la personne. Et nous essayons effectivement de retrouver la mémoire du traumatisme. Mais disons que il y a dans le corps une lecture à avoir, quoi. Et vous avez parlé de résistance. Nous l'abordons sous l'angle de l'immobilité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui vient rompre le mouvement de la vie, c'est-à-dire la vie est toujours en mouvement, le principe du vivant, c'est toujours un mouvement qui va de l'avant, quoi. Lorsqu'il y a un événement, un traumatisme qui vient stopper ce mouvement, au niveau du corps, on le perçoit sous la forme d'immobilité, sous la forme de tension, sous la forme de densité, et sur la forme d'insensibilité. C'est la première chose lorsqu'il y a un traumatisme à tout âge, pour se protéger, on stoppe le mouvement et il y a une forme d'insensibilité qui va s'installer dans cette zone-là pour ne pas souffrir, quoi. Et cette insensibilité va se donner sous la main comme indicateur interne de cet état, de cette souffrance, de cette blessure qui est dans le corps, va se donner sous la forme d'une immobilité. Et donc, notre but, et puis c'est un but qui rejoint celui de l'ostéopathie d'ailleurs, c'est rendre mobile ce qui est immobile, redonner de la mobilité là où il n'y a pas de mobilité. Alors c'est vrai au niveau de tous les tissus, mais en même temps c'est vrai au niveau même de la pensée. C'est-à-dire que il faut entrevoir la pensée comme un mouvement. Et quand une pensée ne peut plus se mettre en mouvement, aller explorer différents endroits, cela vient consolider l'immobilité du corps physique, quoi. Et donc, en remettant la mobilité au niveau physique, il arrive parfois, je dis bien parfois, que la pensée se remette en mouvement. C'est intéressant parce que je recevais dernièrement quelqu'un qui parlait justement de la pensée qui était tellement agitée et qui était un peu comme un hamster qui ne cessait de rouler à l'intérieur de sa tête. Mais en même temps, ça peut être aussi une forme d'immobilité alors qu'on est fixé sur toujours les mêmes pensées. On s'empêche autre mouvement de la pensée. Tout ce qui est répétitif peut être porteur d'un mal-être. D'un mal-être. Vous parlez d'immobilité, en même temps, ça me pose la question à savoir comment on devient conscient de ça, parce que ça demande une présence de tous les instants, à part peut-être des moments où on est au pied du mur, puis on n'a pas le choix, il se passe quelque chose dans notre corps, on doit agir, réagir, enfin, je ne sais pas trop. Mais comment on peut prendre conscience avant l'inévitable de ces arrêts de mouvement à l'intérieur de soi? D'abord... tout simplement, on prend conscience que quelque chose ne va pas parce qu'on somatise, quoi. Donc dans ce cas-là, il y a des douleurs qui s'installent, qui sont au niveau de la conscience, qui sont facilement perçues par les personnes. Mais il y a toutes ces immobilités qui sont asymptomatiques, qui sont silencieuses, et qui finalement, parce que vraiment, dans toutes les recherches que nous avons effectuées dans notre laboratoire, il y a un réel lien entre une tension du corps et une tension du psychisme, entre le corps et le psychisme, il y a un lien très très étroit. Alors, les gens, commencent à percevoir qu'ils ne sont plus trop créatifs, quoi. Qu'ils commencent à trouver un référentiel de base à travers des gestes répétitifs, à travers des situations répétitives, et ne sont plus créatifs, quoi. Ils sont coupés un petit peu de leur innovation, quoi. Et donc, quelque part... un corps immobile est toujours ou souvent,
parce que j'aime pas ces mots toujours... Les absolus, là. Les absolus, ça me fait peur. Oui, je comprends. Mais souvent, les personnes viennent consulter parce que comment ils ne se ressentent pas créatifs. Ils éprouvent un peu ils se sentent étriqués dans leur corps, quoi. Et finalement, ils viennent chercher un peu d'espace. Mais est-ce que ça peut être le contraire aussi? Est-ce Oui. que une personne qui a un surplus de créativité et qui, peut-être, à ce moment-là, n'est pas immobile, mais trop mobile, est-ce que c'est possible, ça aussi? Ah oui, 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 oui. Ouais. C'est plus rare. C'est plus rare. Ça me surprend. Mais effectivement, trop de créativité non ancrée dans le corps peut effectivement engendrer un mal-être. Oui, c'est clair. Ouais. C'est comme un éparpillement, Oui, finalement. oui, tout à fait, tout à fait. Alors voilà, de retour avec Danny Bois. Il est docteur en sciences de l'éducation et agrégé en psychopédagogie perceptive. Et j'apprends comme ça qu'il est également en philosophie de la perception. Et je trouve ça fort intéressant parce que ce sont deux mots qui m'intéressent beaucoup, philosophie et perception. Parce que, bon, on y reviendra pour la perception, mais qu'est-ce qui vous amène à la philosophie? Ah, le questionnement. Le questionnement. Le pourquoi. Le questionnement. Oui, moi, ce que j'aime dans la philosophie, c'est qu'on essaie davantage de trouver des questions que des réponses, quoi. Hein. Donc, j'ai l'impression que pour être philosophe, il faut avoir renoncé à trouver des réponses. En tout cas, des réponses toutes faites, quoi. Mais il ne faut pas renoncer aux questions. Ah, Parce que c'est la base de la philosophie. C'est la base même, c'est l'étonnement. Et donc, j'apprends, ou j'ai appris à travers la philosophie à me poser de nouvelles questions, souvent même au détriment des réponses. Hein. Ça peut être un peu frustrant, non, à la longue? Non. Trouver de nouvelles questions me paraît plus intéressant que trouver les réponses. Que de trouver des réponses arrêtées. Je trouve ça intéressant, ce domaine de la perception, et on parlait de mouvement tout à l'heure, d'espace aussi. Et c'est sûr qu'il y a un espace en nous, il y a un espace dans l'environnement, mais comment on découvre ou qu'on laisse place à un espace... Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, quand on fait de la fasciathérapie, il y a un espace, on respire plus, il y a plus d'espace en soi. Et j'essayais d'imaginer c'était quoi un espace plus grand en soi. Est-ce que c'est une amplitude de la respiration? C'est une amplitude de l'être? Qu'est-ce que cet espace qui nous habite? Bon, mais d'abord, si vous me permettez, je vais revenir un petit peu à la perception pour juste éclairer les auditeurs. Disons que la perception, c'est un phénomène large, et puis je ne veux pas m'étendre là-dedans, mais disons que ce qui m'a, moi, particulièrement intéressé, c'est d'étudier la perception de soi. Hein. Alors évidemment, la perception étudie à travers les 5 sens, le rapport au monde, etc. Mais c'est pas cette perception-là qui m'intéresse, la perception finalement, la perception extéroceptive, c'est-à-dire celle qui va de soi à étudier de soi à l'extérieur. Ouais. Non, ce qui m'intéresse, c'est l'étude de la perception de la personne, la perception de soi. Hein. Et ce phénomène-là a très peu été étudié. Et à travers nos travaux, on s'est aperçu que la perception de soi était éducable. C'est la raison pour laquelle on s'inscrit, mais alors totalement dans l'univers de la pédagogie, dans l'univers de l'accompagnement, puisque c'est éducable. Il y a donc des modes opératoires qui visent à permettre à une personne de soigner, d'amplifier, d'enrichir la perception d'elle-même. Et cette perception de soi, bien évidemment, convoque évidemment la médiation du corps, quoi, hein. La perception de soi, c'est-à-dire la perception qui consiste à essayer de se percevoir à l'intérieur
de son propre corps, quoi. Et c'est comme cela que tout est né, quoi. Alors maintenant, pour revenir à votre question, qui est intéressante, la question de l'espace, de cet espace qui semble grand, en réalité, il y a l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais il y a aussi l'infiniment profond. Et en pénétrant dans la profondeur de son corps, de son âme, de son être, hein, puisque, eh bien, on gagne en espace, quoi. Hein. Plus on va dans la profondeur, plus, en quelque sorte, on accède à quelque chose de plus grand de soi et peut-être aussi de plus grand que soi. Hein. Et donc, il y a toujours dans notre intention une volonté de croissance, quoi, hein, une volonté de croissance, d'aller vers le meilleur, comme disait Spinoza, d'aller d'un état d'imperfection vers un état de perfection. Et la durée de Spinoza, c'était tout simplement pour dire que c'est une philosophie de rapport qui consiste à percevoir le passage d'un état d'imperfection vers un état de perfection. Eh bien, c'est un peu cela, quoi. Mais si cela existe. L'état de perfection. Oui, tout à fait. Je pense que ça n'appartient pas à l'humain, mais c'est en tout cas... Mais la tentative de s'y rendre... C'est d'ailleurs la notion même de l'être inatteignable. Hein, on entre dans une démarche existentielle pour aller vers la relation avec l'être. Mais ça reste du domaine du possible, hein, mais de possible inatteignable. Du rêve. C'est comme l'horizon, on s'en rapproche et l'horizon s'éloigne en même temps que s'en approche. C'est un petit peu cela. Mais quand les gens parlent, en tout cas, d'avoir le sentiment de gagner plus d'espace, hein, évidemment, ils parlent d'avoir le sentiment de gagner en autonomie, de gagner en liberté, et donc, mais cela est dû à une exploration de la profondeur, quoi. Et cette profondeur amène la personne à explorer la partie la plus grande de son être, pour peut-être, pour certains d'entre eux, hein, explorer ce qui est plus grand que l'homme. Comment on fait pour développer justement cette présence? On connaît toutes ces méditations, le zen, le bouddhisme, enfin, tout est là, mais est-ce qu'il y a une autre façon que vous proposez pour avoir cette conscience attentive de ce qui se passe en soi? Bon, mais d'abord, là encore, je pense que actuellement, la méditation retrouve ses lettres de noblesse, aussi bien au niveau de la médecine, au niveau de la scolarité et autres. Pour l'instant, grâce à des recherches en neurosciences, on commence à penser que la méditation peut être un instrument efficace pour développer son altérité, pour aller vers moins de stress. Et donc la méditation, pour l'instant, n'est plus un mot tabou. Hein. Non, au contraire. Non, au contraire. Et donc, évidemment, on s'inscrit dans ces techniques méditatives, mais nous avons un protocole très facile à réaliser, qui sollicite d'abord l'écoute du silence. Hein. Je pense qu'il faut aller vers le silence. Mais ensuite, il y a toutes... nos méditations sont souvent accompagnées de consignes verbales de la part du praticien qui oriente la pensée, les ressentis de la personne, sa conscience, son attention vers la qualité de l'écoute. Et puis, le plus difficile, c'est de faire glisser ce silence vers une qualité de présence. Mais le silence
et le sas qui va permettre d'entrer dans une relation de présence à soi. Et on utilise beaucoup aussi l'attention, enfin on oriente l'attention des personnes sur ce que génère dans leur corps cette qualité de présence à eux-mêmes. Et donc, on touche les qualités du cœur, c'est-à-dire la compassion, la joie, la douceur, le bonheur, qui sont pour moi des qualités du cœur, et puis des qualités de l'esprit, qui sont le calme, la sérénité, la tranquillité. Et quand ces deux qualités se rejoignent, ça donne un sentiment de plénitude, les gens décrivent vraiment l'accès à un bonheur intérieur. Et mieux que ça, je pense, ils parlent, ou ils le décrivent, ils découvrent la beauté de la nature humaine. Et à un moment donné, ils peuvent ils peuvent découvrir à l'intérieur de leur corps le même sentiment religieux pris dans le sens d'Einstein, le même sentiment religieux que l'on peut avoir lorsque la nuit, on regarde un ciel étoilé avec la Voie lactée. C'est de même nature. Ça va bien, puis j'entends ça et je le reçois, je trouve ça magnifique. Et en même temps, je me dis, dans ce monde où le sonore est partout, où on est habitué au bruit, qui dans ce monde, à part ceux qui ont vraiment envie de revenir à soi et de se reposer en soi, a envie de s'écarter de toutes ces sollicitations extérieures, du bruit, et de revenir à soi. Ce sont les gens qui ont vraiment des problématiques émotionnelles, qui ont envie de se calmer, parce que les autres vont continuer à nous bombarder de ces bruits-là. Alors, on devient un peu hors zone à partir du moment où on retourne et on revient en soi, où on retourne à cette zone sacrée, je vais dire ce mot-là. On fait un peu dichotomique, je trouve. Mais on va peut-être pas aller jusqu'à le retour au silence, parce que c'est vrai que le retour vers soi implique une confrontation avec le silence. Oui. Parce que le silence, ça peut être aussi un sujet de confrontation. Moi, j'ai assez coutume, lorsque des personnes sont débordées par la vie, ils ont le sentiment de courir après leur vie ou d'être en retard sur le rythme de leur vie. Ils arrivent là comme un bateau qui échoue en disant j'ai essayé toutes les stratégies, je suis débordé, je n'y arrive plus. Et donc, à ce moment-là, moi, je considère la peur du silence comme une phobie. Et donc, progressivement, je les amène à côtoyer le silence. D'abord une ou deux minutes, puis plusieurs minutes, puis accompagné d'un toucher qui les conforte. Donc ils peuvent pénétrer dans le silence et dans leur silence, parce qu'ils se sentent accompagnés. Il y a quelqu'un qui leur prend la main à travers un toucher, le toucher du corps, donc ils ne se sentent pas seuls. Et puis ensuite, on abandonne un peu le toucher, et puis le silence est accompagné à travers des consignes verbales qui viennent orienter l'attention, qui dit voilà, vous voyez, il faut respirer de cette manière-là, et puis on leur donne des consignes, regardez ici, regardez là, et progressivement, on arrive on peut dire la procédure, entre guillemets, est réussie lorsque la personne, pendant 20 minutes, peut garder le silence sans aucune consigne verbale qui émane de son praticien. Et la personne, non seulement elle n'a pas eu peur, non seulement elle ne s'est pas ennuyée, mais au contraire, elle découvre un monde, un univers nouveau qui ne peut apparaître qu'en dehors du bruit, quoi.
Mais elle doit se sentir déséquilibrée, entre guillemets, lorsqu'elle revient dans un monde aussi sonore. C'est une fenêtre de survie, ces moments de silence, ces moments de méditation. Moi, je ne suis pas spécialement, enfin, je suis même pas du tout pour aller méditer dans des grottes. Les retraites dans l'Himalaya. La méditation, au contraire, permet de côtoyer un lieu de soi qui nous permet de nous ressourcer pour mieux aller dans le monde, pour mieux aller dans le quotidien. Je pense que la méditation va devenir une discipline de vie progressivement, à la lumière des recherches scientifiques. La méditation va devenir... je pense que le médecin, à un moment donné, sur sa feuille d'ordonnance, va dire, voilà, 2 heures de méditation par semaine. On a hâte à ce jour-là. Et bien sûr, mais je pense que ce sera possible dans la mesure où on aura acquis l'épreuve de l'efficacité de cette méditation, qui ne fait pas tout, bien sûr, hein, qui ne fait pas tout, mais qui apporte quand même une fenêtre de respiration lorsque tout va mal. Il est toujours intéressant d'être accompagné quand même, hein, parce que, encore une fois, le silence peut être confrontant, hein, d'être accompagné et d'aller progressivement dans le silence qui progressivement devient une présence à soi, et cette présence à soi va nécessairement amener une présence à autrui de plus grande qualité. Alors voilà, je suis en compagnie du docteur Danny Bois. Il est docteur en sciences de l'éducation et agrégé en psychopédagogie perceptive. Voilà. Il nous reste très peu de temps et je trouve qu'on aurait pu prendre 2-3 heures facilement avec vous parce qu'il y a tant à apprendre. Moi, j'aimerais ça savoir peut-être dans un dernier temps, est-ce qu'il y a un lieu dans le corps, un espace, on parlait d'espace tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un lieu où on peut dire, on peut se ressourcer à cet endroit-là, ou si tout est imbriqué dans la peur, dans les blessures, dans les résistances, enfin, dans tout ce qui empêche la personne d'être dans un mieux-être? Alors, moi, je voudrais citer un petit peu Spinoza. Spinoza disait que nul ne connaît les limites du corps. Et je pense qu'effectivement, avec un siècle après, on ne connaît toujours pas les limites du corps. Je voudrais revenir à Christiane Singer qui parlait d'un lieu vierge à l'intérieur du corps, d'un lieu qui n'a pas souffert, n'a pas subi de traumatisme, un lieu du corps qui est en deçà de tous les traumatismes de l'histoire de la personne. Et il est vrai qu'à travers une expérience du corps, à travers une expertise du corps, ça fait quand même 40 ans que j'étudie le corps. Il n'a plus de secrets. Non, si. Il en a encore. Il n'est rempli que de secrets. D'accord. Hein. Mais ce dont parlait Christiane Singer, il est possible de le vivre, effectivement. Dans le corps, il y a un lieu qui est ni en dedans du corps, ni en dehors du corps. Et donc, ce lieu se donne sous la forme... C'est pas un lieu vide, c'est pas un lieu inanimé. C'est un lieu qui se donne sous la forme d'un mouvement à l'intérieur du corps, d'un mouvement qui nous déploie, que je considère comme étant un principe de force du vivant, quoi. Et lorsqu'on vit ce mouvement, on a les mots que les personnes utilisent, ce sont des mots de profondeur, d'intériorité, de présence à soi, de sentiment même d'existence. Quelque chose en tout cas qui les touche profondément et qui les touche à ce point qu'ils commencent à réfléchir sur le sens véritable de la vie, quoi. Et donc,
Je pense que ce dont souffre, et ça sera la conclusion de mon propos, ce dont souffre l'homme, indépendamment effectivement, des blessures qui ont été contractées dans l'histoire personnelle, singulière de chaque individu. Ce dont souffrent les hommes, c'est de ne pas avoir de proximité avec leur corps. Et la vraie question qui, comment dire, génère ma curiosité, c'est peut-on accompagner une personne à devenir plus proche d'elle-même? Peut-on gagner en proximité avec son propre corps en sachant que le corps, c'est soi, quoi, hein. Et il y a deux façons d'être dans soi. Le corps, c'est moi, disait le professeur Minkowski, père de la psychiatrie phénoménologique, mais en même temps, c'est vrai, la pensée, c'est aussi soi, quoi. Et le corps est aussi bien soi que la pensée est sienne. Et la vraie discussion scientifique dans les perspectives, c'est d'essayer de trouver ce lien d'unité entre le corps et l'esprit et comment les deux fonctionnent, quoi. Et en cela, on essaiera de répondre au questionnement de Descartes qui disait évidemment, comment se fait-il que deux substances aussi distinctes que sont le corps et l'esprit, comment se fait-il que ces deux substances s'inter-influencent de la sorte? Eh bien, je crois que c'est le défi que la science doit se poser pour les années à venir. Et aussi, comment les laisser cohabiter. Il faut cohabiter parce qu'ils sont en coexistence. Voilà. Un autre philosophe disait, qui s'appelle Mendebiran, disait « En dehors du corps, point d'esprit. En dehors de l'esprit, point de corps. » Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Docteur Dany Bois, ce fut un grand moment pour moi. Ça a été très intéressant et j'imagine pour les auditeurs aussi. Si on veut en savoir davantage sur la fasciathérapie, on a un site qu'on peut proposer ici. C'est le S comme Sophie, PP comme papa, Québec. Évidemment sans accent, sppquebec.com. Alors, on peut se procurer toutes les informations possibles et inimaginables et on espère que vous reviendrez nous voir et qu'on pourra partager encore davantage sur ces sujets qui sont fort intéressants. Je remercie également Serge Plaisance à la mise en onde. C'était Marie-Lou Brousseau. Je vous dis à la semaine prochaine.